Un espace autrefois réservé aux partis politiques. Le activisme peut-il transformer la mobilisation électorale? Autant de questions que nous allons poser à notre invité. Ensuite, de notre invité également, ce jeudi matin, on va parler santé à venir avec un sujet crucial, la nutrition des enfants durant les 1000 premiers jours, une période déterminante pour le développement. Notre invité, Fawaz Kevin Boussari, spécialiste en santé publique et nutrition, il va nous expliquer pourquoi cette nutrition collective est un enjeu majeur pour notre société. Bien sûr, à tu matin, c'est aussi votre regard sur le monde numérique avec la rubrique Actu sur le net présentée par fera découvrir ce qui fait le buzz et nourrit les conversations sur les réseaux sociaux. Voilà pour vous le menu de votre matinale. À nouveau bonjour et bienvenue. Nous allons suivre la une des quotidiens parus ce jeudi matin. La une des quotidiens parus ce jeudi matin, on commence par le quotidien Fraternité, justement, mobilisation autour de sa candidature. Paul rompait du plomb dans l'aile. Titre Fraternité ce matin, foncier à Cotonou, notaire et SDAD sous contrôle judiciaire. Justement, de l'après-tra sur la ratification par l'État béninois de la Convention de l'Union africaine sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles. Ensuite, euh, 26e édition des championnats nationaux de Scrabble. Ensemble, l'élite nationale à Godomé. Adette précoce du marché. Ensuite, on va retrouver l'autre quotidien, mise en place de la structure de campagne du duo présidentiel Wadaïn Talata, une équipe à la hauteur du grand enjeu du scrutin du 12 avril. Campagne pour l'élection présidentielle d'avril 2026, la mouvance verrouille son dispositif avec Hassan Seibou à la direction et pour apologie du crime et du cannibalisme. La HAC suspend une émission de Radio Maranatha interdit son animateur d'antenne. Décryptage info, droit économique des femmes, des lois adoptées sous le fion de la responsabilité. Le matinal, opération conjointe police-douane, 500 cartouches de calibre 12 saisies à Kassouala. Ensuite, revêtement en ACDPE, l'appel des AME au syndicat. Martin Libre, régime de la rupture, Hassan Seibou, l'autre homme de confiance, soutien au candidat de la mouvance, Mathurin Deschacus, parrain de CNSR Ouadani, économie justement, la banque africaine qui conquiert le monde, vous avez le nom dans les colonnes du journal du FONACES à Cotonou, le CES, au cœur de l'urgence. Jack Pata, déclaration et enregistrement de naissance au Bénin, des résultats encourageants obtenus au guichet unique à l'Assemblée. Seul objectif, la consolidation de la dynamique collective autour des grandes orientations de l'entreprise. 140 milliards 26. La guérite à présent, surcharge et circulation des camions au gabarit, le gouvernement de la répression. Tonato et Seydou mandatent la police républicaine. Équipe de campagne pour la présidentielle 2026, le Miss d'anciens et de jeunes pour la victoire de Wadaïn, titre la guérite. Et puis on va retrouver un autre quotidien
le pari d'une gouvernance médiatique équilibrée et responsable. Audience du président de l'Assemblée nationale, Joseph Tchogbenou, échange avec l'ambassadeur d'Angola, présidentielle 2026 au Bénin, une machine électorale structurée pour porter le duo Wada Talata vers la continuité. Ensuite, l'économiste à présent, ouverture de la première édition du FONACES à Cotonou, le Conseil économique et social au cœur de l'urgence sociale. Avec l'emblème du jeu, par exemple, politique, comment soutient une force par maîtriser le Wadani lors de la jeune étudiant jeune universitaire mobilisé à Djaka, passion pour la réalisation de vie évitable. Ensuite, pour l'année 2026, la fête avance à Grâce nous. Nous sommes médiables, gouvernance et présidence de même le débat sur la démission de Romiad Wadaï. Justice, Nouroudine Appel d'Abomey. Régulation électorale, la HAC fixe le cap pour une campagne. La Nation, les prémices d'une campagne qui promet, Forum national du CES, le renforcement du panier citoyen préoccupe. Et puis abattoir professionnel à Candy, un rythme significatif d'abattage de ruminants et herbivores. Et puis justement, toujours à la une du quotidien La Nation, jeunesse et compétences psychosociales, comment développer la pensée critique et l'affirmation de soi. Vous avez dans les colonnes du journal La Nation. Info Matin, présidentielle d'avril 2026, l'équipe de campagne du duo candidat de la mouvance connue. Élection présidentielle d'avril 2026, les démocrates entre boycott ou soutien s'interrogent. Info Matin ce jeudi, Dabarou, Wilfredo Leandro Rongbedi au sujet du cumul. Ministre, c'est un souci de rapidité. Ça fait économie aussi au pays, selon le porte-parole du gouvernement. Gouvernance électorale au Bénin, la Sénat s'impose par l'innovation numérique. Et puis on retrouve l'informateur à présent suite à la déclaration quant à la qualité des produits. Après le dévoilement de l'équipe de campagne de Wadaïn, les citoyens. Et puis on va finir avec Fraternité. Sa candidature, Paul Rompet, du plomb dans l'aile, et puis foncier à Cotonou, notaire et SDAD sous compte. Et puis une note justement dans les colonnes du journal de Fraternité ce matin, note de positionnement de la prêtra sur la ratification par l'État béninois de la Convention de l'Union à l'égard des femmes et des filles. Ensuite, 26e édition des championnats nationaux de Scrabble. La fête des lettres rassemble l'élite nationale à Godomé. Et puis, pour finir, ADET, avis de consultation précoce du marché. Voilà pour vous la une des quotidiens parus ce jeudi matin. Nous allons suivre le bulletin d'information. Dans le sommaire de votre bulletin qui sera présenté par Ingrid Der, le panier du citoyen et le bien-être des Béninois en débat à Cotonou. C'est lors du Forum national du Conseil économique et social. La rencontre qui se tient depuis hier a réuni des partenaires sociaux et des employeurs et la société Atombi et Egbedoun dans la commune de Saveur ont été dotés de biodigesteurs ainsi que d'équipements complémentaires pour l'adoption de pratiques innovantes et performantes.
d'initiative locale. Penser le pouvoir économique des femmes et à la promotion de la croissance économique durable et inclusive. Ingrid, bonjour. Bonjour Eric et bien bonjour à tous. On prend la direction du jour pour démarrer ce bulletin d'information. Les jeunes progressistes du département remercient la haute direction de l'Union progressiste, le Renouveau, pour la stratégie de positionnement adoptée lors des dernières élections communales et législatives. Oui Eric, la mobilisation de Taya Boykon a été également l'occasion choisie par le président du parti pour les remettre en ordre de bataille dans la perspective des présidentielles du 12 avril prochain. Plus de précisions avec Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudounon. Depuis plusieurs années, les jeunes de l'Union progressiste, le renouveau du ZOU, ont choisi la structuration, la formation et l'action de terrain. Commune après commune, nous avons consolidé l'unité, renforcé la mobilisation et porté le message du parti avec conviction. La représentation des jeunes sur les listes législatives et communales n'est point un privilège fortuit. Elle est un acte politique réfléchi, consacrant la confiance placée en notre génération. En souci avec ces éléments que vous pouvez retrouver dans nos prochaines éditions, ce journal se poursuit. Le bien-être des Béninois prend une nouvelle dimension au et social a organisé un forum national sur le panier du citoyen. Le rendez-vous a mobilisé depuis hier des partenaires sociaux, employeurs et la société civile. Voici le point. Un parterre de personnalités de la République s'est réuni pour une cause sociale, échanger autour du bien-être des citoyens béninois. Le FONACES, initié par le Conseil économique et social, vise à dialoguer avec des experts et acteurs clés sur des thématiques essentielles telles que le pouvoir d'achat et la qualité de vie des citoyens béninois. L'objectif est de proposer des solutions innovantes pour améliorer le bien-être des populations. Avec l'initiative du Forum national du Conseil économique et social, le FONACES, le Conseil économique et social assume pleinement sa vocation originelle, être la vigie attentive des mutations et le trait d'union entre l'action publique et le vécu quotidien de nos populations. Le thème nous oblige à aller au-delà, bien sûr, des agriculteurs. De ce que je viens de décrire. Cette première édition rassemble le patron de la fédération syndicale et la société civile. Tous ont salué l'initiative tout en saisissant l'occasion pour formuler des recommandations concrètes et constructives. Le présent forum nous offre l'occasion de définir de manière concertée nationale du panier citoyen. Nous souhaiterions avoir un panier de la ménagère où la sécurité de l'emploi, l'entrée de ressources financières soit plus garantie. Le programme de la rencontre, qui s'étend sur 2 jours, prévoit plusieurs activités phares, dont la conférence Premier ministre honoraire du Bénin autour du thème de la croissance économique au panier citoyen, quel levier pour améliorer durablement le pouvoir d'achat. Et pendant ce temps, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a présenté l'association de femmes, le compendium des compétences féminines. La plateforme dédiée aux talents féminins est un instrument de valorisation. La collaboration du PNUD suivant. Pas d'un simple répertoire de femmes, c'est un véritable réservoir de compétences féminines instauré pour améliorer la visibilité des femmes sur le plan national et dans la diaspora. Désormais, nul ne pourra prétendre qu'il ne trouve pas de femmes compétentes. Le réservoir national des talents féminins est là, visible, accessible. Elle permet de recenser,
de valoriser, de promouvoir les compétences des femmes dans tous les secteurs d'activité, y compris au sein de la diaspora. Elle favorise le réseautage, facilite la mise en de compétences, permet d'identifier les secteurs dans lesquels des mesures correctives doivent être envisagées. Mise en place depuis quelques années par le ministère des Affaires sociales avec l'appui du Programme des Nations Unies, le compendium des comme un outil moderne de gouvernance, un levier d'équité. Nous sommes là aujourd'hui pour faire discrimination positive. L'opinion est engagée aux côtés du gouvernement et de l'ensemble des acteurs impliqués dans cette transformation, car l'égalité de genre est un accélérateur pour la transformation structurelle du pays. Nous encourageons également les partenaires techniques et ce mouvement essentiel pour chez nous au Bénin. La ministre Toyin Fodé a à l'occasion invité les femmes à massivement s'inscrire sur la plateforme afin de mieux valoriser leurs compétences. L'Agence nationale d'identification des personnes ANIP a procédé ce mardi à la vulgarisation des résultats de la phase pilote du guichet unique de déclaration et d'enregistrement des naissances dans les formations sanitaires publiques, un exercice de reddition de comptes qui intervient après 6 mois de mise en œuvre du projet. C'était à l'occasion d'un atelier tenu à Cotonou et qui a ainsi que des professionnels de la santé. Voici les précisions avec Candide Roumenton. De capitalisation sur les différentes avancées enregistrées grâce au guichet unique de déclaration dans les formations sanitaires publiques. L'occasion idéale pour l'ANIP et ses partenaires d'évaluer la réforme structurelle, analyser ensemble les difficultés rencontrées et enseignements tirés de l'expérience de pilotage. 6 mois. Le taux d'enregistrement dépasse les 75% des pilotes. 75%. Formation marginale. Et au-delà du volume, la qualité progresse. Plus de 96% des enfants enregistrés disposent d'une reconnaissance de paternité formalisée. Au regard des divers résultats obtenus, l'ANIP ne compte plus faire marche arrière, car pour elle, il faut rendre la réforme irréversible pour garantir l'identité dès la naissance pour tous. Et 4 piliers essentiels sont à prendre en compte pour y arriver. Entre autres, des équipes formées et coordonnées, des plateformes robustes, des équipements disponibles et une connectivité sécurisée sur tout le territoire. L'UNICEF, aux côtés de WORI, réaffirme son engagement à accompagner l'ANIP et le ministère de la Santé pour que cette dynamique contribue durablement à garantir à chaque enfant son premier droit, le droit à une identité légale. Ensemble, veillons à ce que cette expérience pilote devienne une référence. Ensemble, poursuivons donc nos efforts pour bâtir un Bénin où chaque enfant dispose d'une identité juridique reconnue, clé essentielle dans l'exercice de ses droits et pour son plein épanouissement. La plateforme de déclaration des naissances sera femme sanitaire publique sur toute l'étendue du territoire. Aux femmes transformatrices de soja de la commune de Savet. Le geste s'inscrit dans le cadre du renforcement du pouvoir économique des femmes et la promotion d'une croissance économique durable et inclusive. Le don est composé de biodigesteurs ainsi que d'équipements complémentaires pour l'adoption de pratiques innovantes et performantes. On retrouve Imet Hélène Amonso. De l'appui pour les femmes des groupements de la commune de Savet, le don est composé de biodigesteurs acquis grâce au Fonds canadien. Par secteur, le Canada nous aider à travailler dans de meilleures conditions, avec moins de coûts, plus d'efficacité et plus de... Consciente de la valeur de cet investissement, nous nous engageons à faire de ces équipements
des outils au service de toutes les femmes dans un esprit de solidarité et de partage. Articulé autour de la chaîne de valeur du soja, l'attention est mise en œuvre par les groupes cibles sous la supervision de l'association Yara au Birindidé. La finalité est de renforcer le pouvoir économique des femmes, puis promouvoir une croissance économique durable et inclusive. Je voudrais vous remercier et dire qu'un pas mis dans l'autre, ça nous permet de cheminer vers cet objectif final, celui de l'équilibre. Je ne dis pas égalité, mais de l'équilibre entre les hommes et les femmes dans la gestion financière, dans l'éducation des enfants, mais aussi dans l'accès au bien-être que nous recherchons tous. Cette initiative constitue pour nous un exemple à promouvoir et à répliquer, car lorsqu'elle est adaptée aux réalités locales, peut générer des changements durables et positifs. Grâce à ce lot d'équipements ajoutés auxquels elles ont eu droit, ces femmes disposent désormais des compétences techniques, organisationnelles, commerciales, de même que le leadership nécessaire pour évoluer vers des pratiques plus durables et performantes. Et voilà, Eric, ce sera tout pour cette session de Ensuite, je serai avec parler la nutrition des enfants durant les 1000 premiers jours, déterminante pour le développement. Evin Boussari, spécialiste en santé publique professionnel, avec lui, nous allons comprendre pourquoi cette question de nutrition est une responsabilité collective et un enjeu majeur pour notre société. Voilà ce qui vous attend dans la suite de votre matinale. On marque une pause avant de retrouver Candide dans la rubrique sport. Chaque année, la SB2E subit des pertes énormes à cause du vandalisme. Plus de 600 millions de francs CFA dépensés entre 2020 et 2024 juste pour remplacer les matériels vandalisés. En 2023 seulement, plus de 200 millions de pertes. Derrière ces chiffres, il y a des réalités douloureuses. Des hôpitaux privés d'électricité, des quartiers entiers plongés dans l'insécurité, des familles et des commerces paralysés. Le vandalisme détruit des emplois et brise des vies. Le vandalisme n'éteint pas seulement la lumière, il nous coûte cher et met des vies en danger. Ensemble, protégeons nos installations électriques. La SB2E, des femmes et des hommes à votre service 24 heures sur 24. Dans Qui veut épouser mon fils, les mamans seront intransigeantes. Je voulais une femme douce, discrète. Je ne veux pas une femme qui fait des crises de nerfs. Je voulais une femme simple qui respecte sa belle maman. Le défi est lancé. Qui veut épouser mon fils, nouvelle saison, c'est samedi à 20h30 GMT, exclusivement sur Canal+ Pop. De la société civile et surtout des médias qui aussi ne s'engagent pas, mettons, dans le jeu afin de l'expliquer suffisamment aux populations. Je pense que ceux qui nous ont entraînés dans la fièvre du renouveau démocratique en 90 ont fait ce qu'il fallait, ce qu'ils pouvaient, mais aujourd'hui que nous avons avec le recul constaté tous les problèmes qu'il y a autour, nous pouvons commencer à les corriger courageusement
et redonner le pouvoir aux citoyens électeurs. Il faudra aussi montrer l'exemple. Et on n'a pas l'impression que nos aînés nous aident beaucoup. Ils ne nous aident pas parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ceux qui s'opposent à un gouvernement ne s'opposent pas à ce gouvernement-là forcément parce que le pays recule. Ils s'opposent à ce gouvernement-là peut-être parce qu'on leur demande de le faire. Il y a des télécommandes qui disent ce président-là, il faut l'arrêter. Celui-là, il faut faire en sorte qu'il dégage. Et celui-là, il faut faire en sorte qu'il n'atteigne pas, qu'il ne réussisse pas tel projet. Vous voyez? Donc, il y a de ces choses-là qui se font avec les nationaux. Et c'est pour ça que les hommes politiques doivent faire attention à travailler pour le pays plutôt que pour d'autres intérêts qui ne sont pas des intérêts nationaux. Alors, l'Afrique de l'Ouest a un problème avec la démocratie ou c'est plutôt Jacques Chirac qui avait raison en disant que la démocratie est un luxe pour les Africains? La réponse à cette problématique pourrait se trouver un peu dans ce que disait le professeur Maurice Arens-Oglele lorsqu'on faisait la popularisation de la nouvelle constitution de 1990, 90, oui. Où il disait que il faut absolument qu'avec le vent qui souffle là, pour qu'on ne soit pas dépassé par les événements, qu'on fasse en sorte que les fondamentaux de la démocratie soient enseignés. Que la Constitution soit enseignée à partir de l'école primaire. Que les questions touchant aux droits de l'homme soient enseignées à partir de l'école primaire jusqu'à l'université. De façon à ce que le citoyen ait l'élévation mentale nécessaire pour comprendre au fur et à mesure que les tests qui ont été désormais adoptés appellent de la part du citoyen un certain comportement. Candide, bonjour. Bonjour. On ouvre le tour d'horizon sportif de ce matin par les coupes de l'UEFA. Les barrages ont pris fin ce mercredi au niveau de la Ligue des Champions. C'est bien cela, avec un total de 4 matchs déroulés, notamment les 4 derniers matchs de cette étape de la Ligue européenne des champions saison 2025-2026. Les 4 derniers matchs des barrages ont été joués hier avec justement les 4 dernières équipes qui se sont qualifiées pour la prochaine étape de la compétition, notamment la phase à élimination directe. Pour les 4 rencontres déroulées hier, l'Atalanta Bergame s'est imposé par un score de 4-1 à son homologue du Borussia Dortmund après avoir perdu au match aller. Pendant ce temps, la vieille dame, la Juventus de Turin, s'est imposée par 3-2 à son homologue de Galatasaray. Le PSG, après sa victoire, difficile victoire 3-2 au match aller, notamment sur le terrain des Monégasques au Parc des Princes, hier, a partagé le point avec l'équipe de l'AS Monaco au bout d'un score de 2-2. Pendant ce temps, le Real de Madrid s'est imposé tout comme à l'aller par un score de 2-1 cette fois-ci à domicile devant l'équipe du Benfica de Lisbonne. Après ces différentes confrontations, voici les équipes qualifiées au terme donc de cette étape des barrages. 8 au total: Atlético de Madrid, Newcastle, Bayer Leverkusen et Bodo Glimt qui s'étaient qualifiés, il faut le dire, au terme des 4 premières rencontres de cette barrage retour déroulé déjà mercredi, et bien entendu au terme des 4 dernières confrontations d'hier, on a eu Atalanta Bergame, Galatasaray, Real Madrid et puis le Paris Saint-Germain, champion en titre, qui va donc poursuivre l'aventure. Il faut rappeler que le vice-champion avait déjà été éliminé et pour la compétition. Après donc ces 8 qualifiés au terme de la phase des barrages, le tableau complet des équipes qualifiées pour l'étape des 8e de finale sont connus. Vous le voyez, vous allez le voir sur le tableau suivant. Pour justement les équipes qualifiées pour l'étape des 8e de finale, on a désormais Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Manchester City, Tottenham, FC Barcelone, Chelsea et Sporting Club
Newcastle, Bayer Leverkusen, Bodo Glimt, Atalanta Bergame, Galatasaray, Paris Saint-Germain et puis l'équipe du Real de Madrid. Voilà donc les équipes encore en course pour la succession du Paris Saint-Germain. Voilà qui est clair. Au niveau de la Ligue Europa, la manche retour des barrages se déroule ce jeudi. 8 rencontres à suivre au total pour le compte de cette manche retour des barrages 2025 et 2026. 8 rencontres à dérouler, mais une va intéresser les Béninois, notamment celle qui va opposer l'équipe de Ludogorets à l'équipe de Ferencváros, où, il faut le dire, les Bulgares, notamment avec le défenseur béninois Olivier Verdon, s'était imposé au match aller. Cette fois-ci, il se déplace en Hongrie pour en découdre avec l'équipe de Ferencváros pour la manche retour. Une rencontre qui va donc décider de leur qualification ou non pour la prochaine phase de la compétition. Après cette rencontre qui va se dérouler à 18h45, on va assister à d'autres confrontations. Étoile Rouge, Lille, Victoria Pleasant, Paname et puis Stuttgart, Celtic, Glasgow. Et puis à 21h, on va assister à 4 autres rencontres. Celta Vigo, PAOK, Genk, Dynamo Zagreb, Nottingham Forest, Fenerbahçe et puis Bologne qui va recevoir dans son entre l'équipe de Brann pour donc les 90 dernières minutes de cette étape des barrages au niveau donc de ces deux équipes. Candide au plan national, on a assisté ce mercredi à la 8e journée de la Ligue 3 masculine dans la poule A. Oui, dans la poule A précisément, avec 5 rencontres prévues au total pour le compte de cette 8e journée. Mais on a assisté à 4 ce mercredi et la dernière va se jouer justement ce jeudi. Pour les rencontres déjà déroulées, hier on a assisté à la victoire en déplacement pour l'équipe de CFS qui s'est imposée à son omologue de Tambou FC d'Adiara. La jeunesse sportive de Ouida qui à domicile n'a pu s'offrir les 3 points et a laissé filer justement ces 3 précieux. L'équipe de la jeunesse athlétique de Misrété Talent Football Club est venue à bout de l'équipe d'Ainovi Football Club à 3-2 et puis l'AS Léopard a battu par 2-0 l'équipe du Ouédia. On va rester au plan national pour parler de la première division de football féminin. La dernière qui allait justement boucler la phase aller au niveau de la première division, notamment au niveau de cette saison. Un match AS UMSA, Tambou FC d'Adiara, une rencontre qui s'est soldée par un score nul. Et après donc cette dernière rencontre en retard de la 6e journée, mercredi, le classement il reste intact dans la poule A avec Dynamic Football Club en tête pour un total de 22 points au compteur, un goal différentiel de plus 11. L'AS Cotonou est deuxième avec 14 points au compteur, un goal différentiel de plus 5. Tambou FC d'Adiara qui garde la 3e place au classement avec 13 points au compteur, un goal différentiel de plus 5. Au bas du classement, on a Asaba Football Academy qui domine le top 3 du bas du tableau. Pendant ce temps, Nadia Football Club est avant-dernier au classement et puis la lanterne rouge est gardée par ses fausses Football Club pour un total de 4 points au compteur, un goal différentiel de -9. On s'intéresse maintenant à la trêve internationale féminine de février 2026. Les Amazones du Bénin à livrer dans quelques jours. Oui, Côte d'Ivoire, Kenya, ce sont les deux adversaires en vue pour les Amazones du Bénin. 2 matchs test pour la sélection nationale féminine qui bénéficie d'un tout premier regroupement au cours de la trêve internationale féminine de février 2026, l'heure de la revue des troupes et d'un stage qui va permettre aux Amazones de pouvoir se retrouver dans un cadre de travail et de effectuer également prochaine sortie sur la scène africaine. Mais en clair, il faut retenir que c'est la Côte avec le Bénin et le Kenya dans le cadre de la préparation de son équipe nationale en prélude à la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2026. Étant donc invité pour cette confrontation amicale, le Bénin va aussi défier le Kenya au cours de cette fenêtre internationale pour jauger le niveau des filles. Et donc les Amazones vont défier les éléphantes dames de la Côte d'Ivoire le 28 février au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et donc les Kenya le 2 mars 2026 au stade olympique des Bimpe. 2 grands tests qui vont permettre au staff technique d'effectuer la revue des troupes et voir par la même occasion de nouvelles joueuses en vue. Partie de Cotonou dans la matinée d'hier, la sélection féminine a déjà rallié Abidjan
tourner vers la préparation de ces deux matchs. Donc, cette fenêtre joueuses convoquées pour ce rendez-vous, la voici. Au poste de gardien de but, deux joueuses sont convoquées. Alassane Sourakatou, la gardienne titulaire, à côté de Sourakatou, on a Boni Sankina qui évolue du côté de Elite AC de Parakou en défense. Elles sont nombreuses, convoquées par le sélectionneur Abdoulaye Ouzerou, Ruth Rankwe, Okao Kadidjat, Martin Ressano, Amdiat Amidou, Jocelyne Tetri, Naila Sadikou et puis Moumini Rachidat. En milieu de terrain, on a Florian Adamon, Lorraine Christopher, Noélie Abamon, Yasminat Djibril. On a également Lucie Tengue, Hermione Lokosu, Deborah Adini et Léa Fachi. Kadidjat Imoru, Yolanyami Milad, Sadikou, Romaine Gandonou, Germaine Renfort, Aude Bedissi qui évolue en première division en France, notamment du côté du RC Lens, et puis Preska Ekbo Amélie. Voilà donc les joueuses convoquées par le sélectionneur Abdoulaye Ouzerou. Et à peine arrivé à Abidjan hier, il faut dire, vous allez le voir sur les images, les Amazones c'est leur regroupement. La première séance que vous voyez déjà à l'image en soirée, non pas sur la pelouse, mais en réunion stratégique dans leur quartier général à Cocody. Objectif posé avant donc d'entrer dans le vif du sujet. Il faut dire que le groupe n'est pas encore complet, mais l'ambiance est studieuse et détendue. Les joueuses déjà présentes affichent une détermination et une concentration à quelques jours des échéances. Deux renforts sont à l'entrejeu, notamment de nouvelles têtes, Christopher Lorraine, sociétaire de Vola Rochette, et Adamon Florian du club de Crétel. On va écouter ici la sélectionneuse adjointe Adama Dikatou. Elles sont en train de faire des exercices de relaxation parce que pour éliminer un peu la fatigue du voyage. On avait 15 heures qui avaient quitté Cotonou. Il y a Martine Ressano et Yamin Yolande. Et on attend les autres qui vont, c'est-à-dire tout à l'heure. Et puis dans la soirée de comme d'habitude des exercices tactiques et permettre au groupe d'avoir des travaux de cohésion. Voilà, avoir donc des travaux un stage qui se tient dans le cadre de la fenêtre FIFA du mois de février 2026. Pour ce qui concerne les dames, il faut de laquelle il faut le dire, son tout premier rassemblement au cours d'une fenêtre pour l'équipe nationale du Bénin. Le récent stage que les Amazones avaient obtenu au mois de juin 2025 pour permettre aux Amazones de préparer les échéances d'Afrique en titre, plusieurs titres déjà raflés par l'équipe des Super Falcons, où le Bénin, il faut le rappeler, avait perdu 7-2-0 à Lomé au Togo, mais a su regarder 3 dans les yeux les Super Falcons à Abeokuta lors de la manche retour, avec un nul d'un but partout décroché à l'arrivée, une première d'ailleurs dans l'histoire de la série. De son caractère amical, ces deux matchs amicaux en vue pour les sélections nationales seront donc un cadre d'expression pour les Amazones du Bénin qui vont préparer leur prochaine sortie sur la scène internationale. Candidat, on va finir par une note de balle au tambourin. Le Bénin est fixé pour la Coupe du Monde du jeu de balle au tambourin Rome 2026. Oui, en prélude à cette fête mondiale de jeu de balle au tambourin qui va se dérouler dans la capitale italienne du 27 février au 1er mars 2026. La fêtière internationale
athlètes qui vont défendre les couleurs nationales. Au niveau des hommes, on a Armand Dofoué, Ronel Abo, Arnaud Orekan, Alil Sessou, Franklin Zissou, Jess Mewou, Jack Mpo. Et puis au niveau de la sélection dames du Bénin, les Amazones retenues sont Nadia Tour, Boni, Auréole Yakwe, Sidoni Kouassi, Takiatou Oruniki, Grace Sessou et puis Kadilis Dodjinou, sans oublier Victoria Fadé, qui sont retenus par la sélection nationale pour défendre les couleurs nationales. Le Bénin entre en lice déjà ce jeudi pour le compte de cette compétition. Eric, et si on s'arrêtait ici ce matin? Justement, ça va être retour pour les informations sportives de ce jeudi. Merci à vous, Candide, de passer une très bonne journée. Après Candide, eh bien, je serai avec le coordonnateur national de la plateforme Bénin. Nous allons analyser un phénomène de plus en plus visible, la multiplication des mouvements de soutien à la candidature de Wada Intalata. Ces mouvements peuvent-ils réellement contribuer à améliorer le taux de participation? C'est la question qui lui sera posée, mais aussi, est-ce que désormais un espace autrefois réservé aux partis politiques? Ça va être dans un instant. Christian Titi, coordonnateur national de la plateforme Bénin Uni et Solidaire. Bonjour. Bonjour, monsieur Guédénon. Merci d'être notre invité ce jeudi matin. À vous le merci. Bénin Uni et Solidaire, ça fait un moment que vous vous êtes lancé dans la conquête de l'électorat pour soutenir la candidature de Romia Douadaï. À la date d'aujourd'hui, dites-nous, et selon votre constat? Merci infiniment exprimé ce matin par rapport à notre feuille de route et à ce qu'on est en train de faire sur le terrain. Et à ce jour, il faut dire que seul et en fait après le lancement, et on va rappeler déjà qu'au lancement, nous mouvements au moins. Et à ce jour, les gens se bousculent. On est à plus de 150 mouvements déjà enregistrés. On a lancé l'activité avec le projet du moins avec plus de 500 000 cartes d'adhésion. Et des enrôlements ont été faits. Et à ce jour, on tend vers 1 million de cartes de membres effectives et visibles sur le terrain. Il y a un engouement et un enthousiasme autour du projet. C'est un peu comme si il fallait vraiment le créer. D'accord. Alors, comme vous, nous observons la création de plusieurs mouvements dans nos villes et campagnes avec presque la même obsession. Alors, pourquoi cela vous fait si peur? Le taux de participation candidat et le meilleur profil? Oui, il faut dire déjà que une élection présidentielle, c'est d'abord la rencontre d'un candidat, homme d'État et son peuple. Et cette élection ne peut se faire que dans les limites des formations politiques classiques. Le candidat doit aller rencontrer son peuple au-delà des limites des partis politiques, au-delà de tout ce qui est cadre légal. Toutes les composantes du peuple ne se retrouvent pas politiques. Il y a la société civile, organisations qui voudraient participer à l'élection de celui-là qui va les gouverner, qui va prendre leur nom pour le compte pour les 7 prochaines années. Et donc, il y a nécessité qu'on sorte forcément de ce cadre pour aller rencontrer celui-là qui aspire à nous diriger et que celui-là également sorte de son cadre pour aller à la rencontre de son peuple qu'il veut diriger, pour que les deux parties se mettent ensemble pour un mariage correct, de sorte à ce que les ambitions de l'un et les soient prises en compte dans sa gouvernance à venir. Et de vous à nous, est-ce que ces mouvements peuvent-ils réellement contribuer à améliorer le taux de participation?
Il faut déjà dire que nous ne faisons pas les mêmes choses que tout ce qu'il y a comme... Nous constituons une plateforme. Nous remercier que ces associations, malgré ce qui, comme ont mis en temps vers l'identité arriver, faire travail sur le terrain. L'occasion pour nous de... On déjà fait le gros boulot. Le gros boulot, c'est d'avoir désigné un candidat qui a un profil exceptionnel, un parcours rare. Et comme je l'ai dit il y a 2 semaines déjà, le candidat, vous le connaissez bien, il ne se contente pas de facilité. Il ne peut pas dire, et il ne dit d'ailleurs pas que l'élection est et qu'il peut aller dormir sur ses lauriers. Et donc, il fait face toujours à ces défis et ces challenges avec sérieux et tout. Et donc, par rapport à ces sérieux, d'aller sur le terrain, d'aller conquérir cette frange de la population qui ne s'intéresse plus à la chose politique, d'aller vers cette couche de la population qui reste en marge de tout ce qui se fait pour leur expliquer que aujourd'hui, une nouvelle ère s'ouvre et cette nouvelle ère va contribuer à une nouvelle histoire qu'on commence par écrire à partir du 12 à l'écart et qu'il faut être là pour participer à cette nouvelle aventure qui commence le 12 avril. Donc, de ce point de vue, c'est clair pour nous, nous allons vers les gens. Et notre couche, c'est d'abord... Je le sais, ils sont assez nombreux, ceux qui ont 18 ans aujourd'hui, qui se retrouvent sur cette liste sans savoir d'abord qui sont électeurs et qui sont sur la liste électorale. Donc, il faut leur montrer qu'ils sont sur la liste électorale, qu'ils ont un rôle à jouer, qu'ils sont électeurs. Au-delà de ça, il y a des gens qui ne se sont plus intéressés à la chose politique et au processus électoral depuis 2016. Il faut aller vers ceux-là. Et nous constituons aujourd'hui le trait d'union entre ces partis politiques, entre les gouvernants et ceux-là qui, pour des raisons justifiables ou non, ont décidé de se mettre à l'écart et pour leur dire, vous devez vous battre aux côtés de ceux-ci pour pouvoir être là, pour faire entendre vos préoccupations et pour les voir et être résolu dans un futur très proche. Mais dans la réforme du système partisan, vous serez d'accord avec moi, seuls les partis politiques sont appelés à animer la vie politique dans notre pays. Mais vous, ce que vous faites et tous ces mouvements que nous observons, n'est-il pas en concurrence aux partis politiques et donc en contre de la réforme? Oui, c'est ça, je disais à l'entame. Nous ne sommes pas des concurrents aux partis politiques, nous sommes venus les aider. Nous, particulièrement au niveau de Bénin Uni et Solidaire, pas gouverner que les militants de partis politiques. Il y a des gens qui ne sont pas dans des partis politiques. Ils sont dans d'autres associations hors partis politiques. Ils sont dans d'autres associations constituées ou non. Ils sont des leaders d'opinion, ils sont des leaders dans leur secteur, ils sont des opérateurs économiques et qui ne s'intéressent forcément pas à la politique de façon formelle. Il faut que nous allions à leur qu'on les mobilise, qu'on les amène vers ces partis politiques ou bien vers nous-mêmes et pour les conduire vers le candidat au finish pour avoir un résultat honorable au soir du 12 avril 2026. Est-ce que pour vous, les partis politiques sont incapables de faire ce travail? Non, nous n'avons pas dit qu'ils sont incapables. Nous avons dit que nous sommes là pour les aider. C'est eux qui ont le parrainage. Nous ne sommes pas partis politiques.
on est venu pour cette mission, une mission d'aider les partis politiques, d'aider le candidat à aller à la rencontre de ceux-là que le candidat veut gouverner dans les jours à venir. Et ceux-là ne sont forcément pas tous dans des partis politiques. Et donc, c'est notre rôle d'aller les chercher et de faire de sorte à ce qu'au soir du 12 avril, on ait des résultats honorables. Allez, une dernière question pour finir un peu personnel, monsieur le coordinateur. Quand je prends votre plateforme Bénin Uni et Solidaire, qui est le parrain derrière cette initiative? Je viens de vous dire que Bénin Uni et Solidaire, c'est avant tout une conviction, une forte conviction. Et quand on parle de conviction, c'est forcément des gens qui nous croient. C'est des gens qui croient en ce qu'on dit. Et quand on est ensemble de personnes, forcément, nous évoluons comme vous l'avez constaté. Et nous pouvons vous assurer aujourd'hui que nous sommes un certain nombre dans Bénin Uni et Solidaire et nous nous poussons simplement et nous allons vers nos objectifs tranquillement. Merci à vous, monsieur Christian, coordinateur national de la plateforme Bénin Uni. Nous avons évoqué ce phénomène de plus en plus visible, la multiplication des mouvements de soutien à la candidature de Wadani Talata. Et puis on a essayé de voir en quoi ces mouvements peuvent-ils réellement contribuer à améliorer. Je vous souhaite une très bonne journée. Infiniment merci. Actu Matin se poursuit. Chaque année, la SB2E subit des pertes énormes à cause du vandalisme. Pas dépensé entre 2020 et 2024 juste pour remplacer les matériels vandalisés. En 2023 seulement, plus de 200 millions de pertes. Derrière ces chiffres, il y a des réalités douloureuses. Des hôpitaux privés d'électricité, des quartiers entiers plongés dans l'insécurité, commerce paralysé. Le vandalisme détruit des emplois et brise. Le vandalisme n'éteint pas seulement la lumière, il émet des vies en. Protégeons nos installations électriques. Des hommes à votre service 24 heures sur 24. Et puis dans votre on parle nutrition et santé avec un sujet crucial, la nutrition des enfants durant les premiers jours, une période déterminante pour le développement. Notre invité Fawaz Kevin Boussari, spécialiste en santé publique et nutrition, mais aussi membre du club Jeunes Interprofessionnels, justement, qui est un club constitué de jeunes talentueux dans plusieurs domaines. Et puis, justement, avec vous, nous allons voir comment cette question de nutrition est une responsabilité collective et un enjeu majeur, justement, pour notre société. Monsieur Boussari, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de votre présence. Merci à vous. Allez, aujourd'hui, on va aborder ce sujet tel que je l'avais annoncé. Capital pour l'avenir de la société, les 1000 premiers jours, justement, de la vie. Alors, de la famille à l'État, chacun a un rôle à jouer. Cette période qui s'étend de la conception aux 2 ans, justement, de l'enfant, est une fenêtre d'opportunité unique pour forger un avenir sain et prometteur. En quoi c'est important, les 1000 premiers jours? Les premiers jours de vie d'un enfant, c'est le socle, c'est le fondement de la société, c'est le fondement de toute nation qui se veut prospère, résiliente et développée. Et pourquoi nous disons cela? Parce que c'est de la conception, c'est-à-dire en partant de la période de la grossesse jusqu'au 2e anniversaire de vie de l'enfant. C'est une période cruciale, une période au cours de laquelle tout le capital nécessaire se construit, notamment le cerveau qui se développe à une vitesse quasi très rapide. De la naissance à une masse de 400 grammes, on passe à 1100 grammes. Et à 2 ans de vie, qui constitue environ 90% du potentiel, mais de la capacité maximale du cerveau. C'est ça. Pour vous dire que c'est au cours de cette période-là que tout le capital des neurones se construit pour pouvoir déterminer la capacité scolaire, la capacité de production de l'adulte à l'âge adulte. Donc c'est une période éminemment importante. D'où, au cours de cette période, toutes les carences en nutriments, en micronutriments auront des effets dommageables et irréversibles sur la santé
des cadres, des enfants déjà et des cadres à l'âge adulte, sur la productivité à l'âge adulte et sur aussi, disons, les résultats scolaires de nos enfants. Très bien. Vous avez évoqué tantôt les micronutriments. C'est quoi leur rôle? Oui, ces nutriments constituent notamment, nous parlons de plusieurs nutriments, la vitamine A, nous parlons du fer, de l'iode, du zinc, nous parlons de la vitamine B12. Ce sont des nutriments qui contribuent réellement au développement cognitif, au développement de toutes ces capacités, ces neurones dont nous avons besoin pour que l'enfant puisse être capable de répondre efficacement à l'école et à l'âge adulte de pouvoir contribuer au produit. Donc, au Bénin, nous avons le capital humain, l'indice du capital humain 1%, alors que dans certains pays développés, ils sont à 0,90%. Donc, pour vous dire que on dit 0,41%, c'est que sur 100, nous avons 41 enfants seulement qui contribuent à la production nationale, au développement du pays. Pour vous dire que plus de la moitié des enfants sont perdus dans les... faire en sorte que notre nation puisse devenir une nation plus prospère, plus développée. Donc c'est éminemment important dans nos interventions d'agir, de faire un focus sur ces nutriments qui sont importants à retrouver dans l'alimentation. Et surtout, ces nutriments se retrouvent dans certains les micronutriments, les suppléments en multivitamines qui sont nécessaires à offrir aux enfants, aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes. Plus de l'alimentation, qui est déjà l'alimentation au niveau du ménage, que cet effort-là puisse être fait pour que nous soyons sûrs que le potentiel nécessaire soit donné aux enfants, que tous les enfants à leur naissance puissent avoir les mêmes chances, les mêmes capacités, le même potentiel pour pouvoir réussir durablement. On comprend alors que la nutrition est optimale justement et provient l'anémie chez les enfants, améliore la concentration, justement la mémoire et les capacités cognitives justement chez l'enfant. Alors tout ceci, vous estimez que c'est une responsabilité collective. Pourquoi? Pourquoi la question des 1000 premiers jours est une responsabilité collective? Parce que nous avons plusieurs acteurs qui peuvent... Les époux, au-delà de leur contribution disons, financière, doivent apporter un soutien émotionnel à leur épouse, un soutien dans les choix alimentaires et un soutien dans le fait d'aller aux consultations prénatales de façon conformément à ce qui est recommandé dans le système de santé. Donc ça, c'est le rôle des pères. Mais à part les pères, nous avons les élus locaux, les leaders communautaires, les leaders religieux. Ce sont des acteurs qui ont la capacité d'influencer les communautés par rapport à la promotion des comportements sains. Ils sont capables aussi de lever les tabous, les interdits alimentaires qui sont de nature à empêcher nos enfants, nos femmes de pouvoir bien s'alimenter de façon adéquate, nutritionnellement parlant bien sûr, pour que l'effort souhaité... Parce qu'il nous arrive d'entendre dans nos communautés que dans ma famille, on ne mange pas tel aliment est interdit. Or, ça peut aider l'enfant dans sa croissance. Voilà, c'est ça justement le rôle c'est justement là que les leaders religieux, les leaders d'influence qui doivent intervenir. Voilà, pour pouvoir déconstruire ces perceptions afin de pouvoir faire en sorte que nos ressources locales, alimentaires locales disponibles dans nos communautés puissent être utilisées de façon optimale pour pouvoir alimenter efficacement. Réflexion, vous parlez aussi de jeunes cadres et professionnels. Voilà, les jeunes cadres interprofessionnels, pourquoi? Parce que nous sommes des leaders, nous sommes des modèles. Nous pouvons impacter aussi à travers notre communauté, à travers pouvoir montrer le bon exemple, pour pouvoir montrer la marche à suivre, le chemin pour que les autres membres de la communauté puissent s'inspirer de nous et pouvoir mettre le pas dans nos pas afin qu'ensemble, collectivement, que ce combat-là soit gagné de façon durable. De l'État. Et c'est le moment de saluer le chef de l'État et à travers sa vision, insuffler la dynamique de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition qui, à travers le programme de supplémentation nutritionnelle des
travail fantastique, révolutionnaire, à travers l'offre de façon gratuite des suppléments en multivitamines aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes et aux enfants. Cet effort est déjà manifeste sur le terrain dans certaines communes et certainement dans les années à venir, l'ambition c'est de pouvoir passer cette intervention à l'échelle nationale. Donc le gouvernement fait déjà sa part avec des moyens colossaux qui sont en train d'être mobilisés pour pouvoir pousser et le passage à l'échelle de cette intervention. D'où qu'est-ce qu'il faut faire en tant que commissaire? Justement pour ça que au-delà de l'effort que le gouvernement fait et d'autres, bien sûr, les Nations Unies font pour pouvoir accompagner et ce programme, nous aussi, en tant que composantes de la communauté, nous devons apporter notre pied à l'édifice. En tout cas, vous faites bien de citer ce programme qui, justement, est sur le terrain, le programme de supplémentation nutritionnelle avec l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. Justement, il y a eu même, je dirais, une forme de forum. Alors, selon vous, ça montre à quel point le gouvernement place la question de la nutrition chez les enfants, notamment les Ouais. Il faut permettre aux enfants de se développer dès le bas âge. Oui, c'est ça. Parce qu'il faut compter sur eux, justement, pour le développement du pays. Allez, la question de la supplémentation, en tout cas, dans l'esprit de beaucoup de personnes, c'est encore un mystère. Ouais. Les suppléments nutritionnels, c'est une stratégie voilée de pouvoir rendre dans nos communautés. Donc, ça fait partie des théories, que nous entendons. Des théories de complot que nous devons travailler à déconstruire. On veut réduire les naissances, on veut empêcher les familles de procréer normalement. Oui. Donc voilà, on se pose tellement de questions. Voilà, donc c'est l'effort qu'il faut faire ici pour déconstruire ces différents mythes, c'est de travailler sur des success stories, c'est-à-dire de vulgariser beaucoup plus des expériences vécues de femmes ayant reçu ces suppléments et de pouvoir faire de la mobilisation puis des leaders, tous les acteurs dont nous avons parlé, afin de pouvoir faire en sorte que la question de la supplémentation soit acceptée durablement, accepte l'intervention de façon durable et dans toujours l'espoir que nos enfants que nous allons laisser dans quelques années puissent être prêts, capables d'être à la hauteur des ambitions du Bénin, de la vision de 2060. Alors le travail à faire est forcément dense parce que ces idées reçues sur le terrain ont tellement atteint un niveau où on se demande justement par quels moyens on peut amener nos communautés à un changement d'idées, de comportement. On parle par exemple des comprimés qui font grossir les bébés excessivement et pour ça on ne permet pas aux spécialistes d'avoir assez aux enfants et de pouvoir leur donner les nutriments. Raconter dans nos villages, dans nos villes, et qui est un obstacle justement à l'idée que l'État a de renforcer la capacité des enfants dès le bas âge. Est-ce qu'il faut... Je sais pas. Assurément, il faut y aller par tous les moyens, dans toutes les langues locales, afin de pouvoir toucher le dernier des Béninois au plus profond du Bénin. Pour que ces idées préconçues qui sont scientifiquement non vérifiées puisse être déconstruite de façon durable et que progressivement ce programme puisse impacter comme nous le souhaitons pour le bien de nos populations. Et puis vous proposez aussi une éducation nutritionnelle participative. Cette fois-ci, ça va être avec des agents communautaires. Oui, assurément, parce qu'aujourd'hui, nous avons une stratégie communautaire au Bénin où nous avons des relais communautaires. Qui est très développé. Dans tous les coins du pays. Un très bon système. À contribution. Nous avons aussi les membres des mutuelles communautaires de nutrition, qui sont des organisations communautaires à la base d'hommes et de femmes engagées pour les actions de nutrition qu'il faut impliquer et qu'il faut outiller dans ce combat. Les guerriers, c'est eux qui sont au front. Il faut pouvoir les outiller pour qu'ils puissent de façon durable
au niveau de leur communauté. Et puis à leur niveau, il faut espérer un travail qui est d'expliquer clairement la composition et les bénéfices justement de ces micronutriments qu'il faut utiliser pour les enfants. Allez, les premiers jours justement sont une période unique qui nécessite collectif, en plus de ce que l'État fait. Les familles, à l'intérieur des familles, est-ce qu'il y a des comportements à avoir? Oui, des réflexes qu'il faut avoir? Vous savez, famille, nous avons des gardiens du temps. Nos parents, nos beaux-pères, nos belles-mères, ou celles qui nous montrent le chemin. Bon, puis, au regard de l'expérience, sont en greffe des détenteurs ou conservateurs des pratiques religieuses, ethniques, comportementales, qui parfois, je ne dis pas toutes, ou quelques-unes ne sont pas forcément ne sont pas forcément scientifiquement démontrées ou ne sont pas favorables à la bonne nutrition. Donc l'effort aussi à ce niveau, c'est de sensibiliser ces acteurs qui parfois sont les déterminants de la non-adoption des meilleures pratiques alimentaires et nutritionnelles par nos femmes, par nos enfants. Donc pour cela, c'est des acteurs clés sur lesquels il faudrait travailler pour que la famille soit un environnement favorable pour les pratiques alimentaires. Pratiques alimentaires, et est-ce que l'État apporte dans ce programme des 1000 premiers jours de façon pratique? Il est question de quoi? Quels sont ces produits que l'État met à disposition des familles? Oui, ce sont de petits sachets composés d'un concentré de plusieurs vitamines, de près de 15 vitamines que l'État met à disposition. Bien sûr, ces suppléments uniquement ne sont pas la solution, mais ils viennent compléter l'effort sur la diversification alimentaire que les communautés font, sur ce qu'ils mangent de façon diversifiée. Et donc, c'est en cela que, en plus de ces suppléments que l'État met à disposition dans les centres de santé, il faut que collectivement, il faut travailler sur la diversification alimentaire, l'éducation nutritionnelle pour que les ressources alimentaires locales qui sont disponibles dans nos contrées, dans nos communautés, puissent être utilisées de façon parfaite et harmonieuse pour obtenir l'équilibre alimentaire que nous recherchons pour nos enfants et pour la construction d'une nation forte. Les personnes qui nous regardent ce matin à s'informer, mais aussi à soutenir les programmes de nutrition. Ok. Ce que nous souhaitons, ce que nous voulons passer comme message ce matin, c'est chacun de sa position peut contribuer de façon efficace à toutes ces interventions que l'État met à disposition de nos communautés. Donc, nous informer pour pouvoir savoir du bien fondé de tout ce qui est mis en place pour notre pays. Nous avons d'être acteurs du changement, de pouvoir porter le message, le bon message, bien sûr, par rapport à la nécessité. Un effort supplémentaire pour mieux alimenter nos femmes enceintes, mieux alimenter les femmes allaitantes et les enfants jusqu'à 2 ans, afin que ces enfants puissent demain faire notre fierté. Le rêve et la vision menée à la FIA, qui est celle de devenir un Bénin, un monde. Merci à vous. Vous êtes spécialiste en santé publique et nutrition, mais aussi membre du club Jeunes Interprofessionnels, qui est un club qui réunit de jeunes cadres talentueux dans différents secteurs. Avec vous, nous premier jour, qui est une période déterminante pour le développement des enfants. Nous avons aussi évoqué comment cette nutrition est une responsabilité collective et un enjeu majeur pour notre société. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup, M. Actu Matin se poursuit, on marque une pause et je vous reviens. Mon fils, les mamans seront intransigeantes. Je voulais une femme douce, discrète. Je ne veux pas une femme qui fait des crises de nerfs.
simple qui respecte sa belle maman. Le défi est lancé. Qui veut épouser mon fils nouvelle saison, c'est samedi à 20h30 GMT, exclusivement sur Canal Plus Pop. SB2E subit des pertes énormes à cause du vandalisme. Plus de 600 millions en 2020 et 2024, juste pour remplacer les matériels vandalisés. En 2023 seulement, plus de 200 millions de pertes. Derrière ces chiffres, il y a des réalités douloureuses. Des hôpitaux privés d'électricité, des quartiers entiers plongés dans l'insécurité, des familles et des commerces paralysés. Le vandalisme n'éteint pas seulement la lumière, il nous coûte cher et met des vies en danger. Ensemble, protégeons nos installations électriques. La SB2E, des femmes et des hommes à votre service 24 heures sur 24. De la société civile et surtout des médias. Je ne pas, mettons, dans le jeu afin de l'expliquer suffisamment aux populations. Je pense que ceux qui nous ont entraînés dans la fièvre du renouveau démocratique en 90 ont fait ce qu'il fallait, ce qu'ils pouvaient, mais aujourd'hui que nous avons, avec le recul, constaté tous les problèmes qu'il y a autour, nous pouvons commencer à les corriger courageusement et redonner le pouvoir aux électeurs. Il faudra aussi montrer l'exemple. Et on n'a pas l'impression que nos aînés nous aident beaucoup. Ils ne nous aident pas parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. C'est parce qu'on leur demande de le faire. Il y a des télécommandes qui disent ce président-là, il faut faire en sorte qu'il dégage. Et celui-là, il faut faire en sorte qu'il n'atteigne pas, qu'il ne réussisse pas tel projet. Vous voyez? Donc, il y a de ces choses-là qui se font avec les nationaux. Et c'est pour ça que les hommes politiques doivent faire attention à travailler pour le pays plutôt que pour d'autres intérêts qui ne sont pas des intérêts nationaux. L'Afrique de l'Ouest a un problème avec la démocratie ou c'est plutôt Jacques Chirac qui avait raison en disant que la démocratie est un luxe pour les Africains? La réponse à cette problématique pourrait se trouver un peu dans ce que disait le professeur Maurice Aranz-Oglélé lorsqu'on faisait la popularisation de la nouvelle constitution de 1990, 90, oui. Où il disait que il faut absolument qu'avec le vent qui souffle là, pour qu'on ne soit pas dépassé par les en sorte que les fondamentaux de la démocratie soient enseignés. Que la Constitution soit enseignée à partir de l'école primaire. Que les de l'homme soient enseignés à partir de l'école primaire jusqu'à ce que le citoyen ait l'élévation mentale nécessaire pour comprendre au fur et à mesure que les tests qui ont été désormais un certain comportement. Quels sont les motifs qui doivent marquer vos pagnes pour la dot et pourquoi? On en parle aujourd'hui. Qui reçoit pour vous une commerçante de pagne. Alors, pour une dot réussie, on a l'habitude de dire que pas d'hibiscus, pas de mariage. Alors, regardez, ça, c'est le motif hibiscus qui symbolise l'harmonie dans le foyer, un mariage réussi et tout, voilà. Nous nous invitons dans vos cuisines aujourd'hui. Étape de la cuisson. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de sel dans le repas. Comment y remédier? On en parle avec notre invité du jour. Par exemple, à la fin, quand le riz a fini, par exemple, de préparer, vous vous rendez compte que c'est salé. Vous coupez une pomme de terre en deux, et mettre dans la sauce. Là, ça absorbe le sel dans.
la salsa. C'est le thème de ce numéro de votre magazine Chic et Pratique. Il faudra constater qu'il y a les mouvements qui varient en fonction des hommes et des dames. Les hommes ici, nous allons les appeler les cavaliers et les dames les cavalières. On fait face au miroir pour décrypter l'actualité liée aux faits de société. Un gros sujet à la une de nos échanges ce matin. Quel regard portez-vous sur la dot aujourd'hui? La dot en soi, normalement, c'est le mariage. S'il ne fait pas officiellement la grande dot, dit que bon, si c'est ça, il faut choisir entre ta famille et moi. Il y a des hommes qui, après mariage, ils abandonnent tout, ils n'ont rien fait encore. Il y a beaucoup de couples qui sont là. Annuellement, ils n'offrent pas aucun plaisir à sa femme. Tu es un homme, tu n'arrives pas correctement ton épouse à la maison, elle sait, elle se dit, bon, j'ai déjà des enfants ici, je me contente de ça. C'est ça qui sort pour aller prendre encore une autre femme dehors. Téléspectateurs, bonjour. Oui, bonjour le plateau. Alors, je dirais que la dot aujourd'hui, c'est vu comme autre chose. Ce n'est plus symbolique. Oui, je suis votre émission depuis Baricon. On vous est d'accord. Je vois que c'est très intéressant et j'ai voulu donner mon point de vue par rapport Allons-y, ça nous fait plaisir aussi. Qui veut épouser mon fils, les mamans seront intransigeantes. Discrète. Je ne veux pas une femme qui fait des crises de nerfs. Je voulais une femme simple qui respecte sa belle maman. Le saison, c'est samedi à 20h30 GMT, exclusivement sur Canal Plus Pop. SB2E subit des pertes énormes à cause du vandalisme. Plus de 600 millions de francs CFA dépensés entre 2020 et 2024 juste pour rendre. En 2023 seulement, plus de 200 millions de pertes. Derrière ces chiffres, il y a des réalités douloureuses. Des hôpitaux privés d'électricité, des quartiers entiers plongés dans l'insécurité, des familles et des commerces paralysés. Le vandalisme détruit des emplois et brise des vies. Il nous coûte cher et met des vies en danger. Ensemble, protégeons nos installations électriques. La SB2E, des femmes et des hommes à votre service 24 heures sur 24. Retour sur le plateau d'Actu Matin, en tout cas sur votre matinale, c'est aussi votre regard sur le monde numérique avec la rubrique Actu sur le net présentée par Florence Bossa qui nous fera découvrir ce qui fait le buzz et nourrit les conversations sur les réseaux sociaux. Compilation des faits ayant marqué les réseaux sociaux cette semaine par l'interpellation du TikToker béninois Alain Kenneth dans la nuit du dimanche à lundi par les agents de la police du commissariat de Godomain dans la commune d'Abomey-Calavi. Selon les informations recueillies, lié à des faits présumés de harcèlement par voie électronique. Ce lundi 23 février 2026, il a été transféré au commissariat ces actes de la. Il est important de rappeler que le TikToker avait été déjà arrêté en 2023 pour apologie de la cybersécurité. Il a été libéré après 7 jours. Kenneth est un influenceur très populaire sur les réseaux sociaux où il est connu pour ses contenus divertissants et créatifs.
fois pour des faits présumés de harcèlement par voie électronique. L'enquête est en cours pour établir les responsabilités éventuelles. Selon plusieurs sources, l'interpellation du TikToker Alain Kenneth fait suite à une polémique l'impliquant un autre TikToker qui aurait porté plainte contre lui. Les deux influenceurs seraient divisés par des divergences personnelles et des polémiques impliquant une autre TikTokeuse. Selon les dernières informations, Alain Kenneth a été transféré du commissariat de Godomé au commissariat de Zivier pour la suite de l'enquête. L'affaire suscite de vives réactions sur les réseaux sociaux où les internautes se divisent entre messages de soutien et appels à la prudence. Le général Camille Makos, à travers une publication, demande pardon aux autorités béninoises pour Alain Kenneth. Stéphanie Mocho, aux autorités de notre pays qui font un travail formidable pour une justice équitable en République du Bénin, à la police républicaine, aux différents plaignants, nous vous demandons clémence pour notre petit frère, a publié l'animatrice béninoise sur sa page. Autre actualité alimentant les débats sur la toile cette semaine, l'influenceur ivoirien Apouchou National a lancé le lundi 23 février 2020 pour offrir une maison à plus connu sous le nom de Fortuné. Dans un post sur sa page Facebook, il a été interpellé par de nombreux internautes concernant la situation après la diffusion d'une vidéo dans laquelle on voyait Fortuné visiblement agréé de certains fans pour des photos. Selon les informations recueillies, l'humoriste ne disposerait pas de véhicule personnel et serait contraint de se déplacer à pied. Mais au-delà de l'idée initiale d'acheter un moyen de transport à l'humoriste, la démarche a pris toute une autre ampleur. Le même jour, Apouchou National, également surnommé le guide, s'est rendu à Bingéville, village dans la cour commune où réside actuellement Fortuné, lors d'un direct. L'état jugé précaire du logement du comédien et estimé qu'une intervention face à cette réalité, l'influenceur a annoncé une décision forte, mobiliser la solidarité nationale afin d'offrir construite estimée à 25 millions de francs. L'objectif a à de conditions de vie dignes et stables. La collecte était proche du montant nécessaire selon les mises à jour publiées par Apouchou National, sans plus de précision sur la somme collectée. La collecte se poursuit toujours avec l'espoir de finaliser rapidement l'acquisition de la maison et de permettre à Fortuné d'intégrer son nouveau logement. Allô. Voilà, allô. Allô. Voilà, allô. Allô. Voilà, allô. Allô.
Voilà, allô? Allô? God have mercy. Hey! Hey! No. Hey! Et bien voilà, les concocté par Florence Borsa. Eh bien, Actu Matin se poursuit. Je vais installer le forum de discussion. Notre sujet ce matin, l'actualité politique retient déjà toutes les attentions alors que la campagne électorale ouvre officiellement du 27 mars au 10 avril 2026. Le duo candidat formé par Talata a dévoilé la liste des membres de son équipe de campagne. Ça va être le sujet au cœur de votre forum de discussion. Je vous reviens. Ulrich Gaba, bonjour. Bonjour Eric. Franck Arnaud, bonjour. Bonjour Eric. Nous connaissons de l'équipe de Romuald Wadaï, Mariam Kabi Talata, une équipe composée de figures majeures de la scène politique nationale, notamment le chef de l'État, Patrice Talon lui-même, le président du parti Union Progressiste Le Renouveau, Joseph Diogbenou, ainsi que celui du bloc républicain, Abdoulaye Biotchane, mais aussi d'autres personnalités influentes. Alors, la question qu'on se pose, est-ce que l'équipe de campagne du duo candidat Wadaï Talata, mais avant, Franck Arnaud, quelle est votre première réaction? C'est que c'est une constituée pour, d'abord, comme toute compétition politique et même ailleurs, une équipe pour gagner la bataille électorale en avril prochain. Le premier constat, Talon veut suivre lui-même les choses parce que le comité qui doit l'équipe qui doit faire le travail est chapeautée par Patrice Talon lui-même. Ça, c'est un constat assez frappant qu'on doit relever. Ensuite, nous avons les responsables des deux grands partis de la mouvance. Il y a Abdoulaye Biotchane et puis nous qui sont aux côtés de Patrice cadrer tout ce qui va l'être en avoir les législatives et les communales, et on a constitué des équipes à la tête de chaque circonscription électorale. Je pense que l'architecture telle qu'elle se présente, comme nous l'avons vu, je pense que les choix ont été faits en fonction, disons, de ceux qui ont mouillé le maillot, parce que si les gens ont pu se faire, même qu'au niveau de la base, ils ont une certaine un certain avantage à se faire écouter, et donc à côté d'eux et autour d'eux, ils vont constituer leur équipe, et ce qui va permettre de faire le travail sur le terrain. Je pense que pour tout dire, de façon globale, c'est une équipe, si elle fonctionne bien, parce que dans les hommes qui ont été choisis, si elle fonctionne bien, je pense qu'on aura quand même
on aura les résultats au bout du compte. Ulrich Gaba, à la lecture de cette liste, quelle est votre première réaction? C'est que j'ai remarqué que le président de la République a tenu parole. Il avait dit entre-temps en 2026, mais qu'il sera très actif dans la campagne électorale. Justement, on voit qu'il est le chef d'orchestre, le capitaine de l'équipe qui va travailler. Donc, il a pris la tête du comité stratégique. Et c'est ça justement ce que je dis. Et c'est lui qui coordonne pratiquement, d'une certaine manière, tout ce qui se fera. Au-delà de ceci, je vois un certain équilibre entre le Bloc républicain et l'Union progressiste, le renouveau. Ici, ce n'est pas une question de l'UPR a donné beaucoup plus de députés ou le BR a donné moins de députés, mais j'ai constaté qu'ils se sont beaucoup plus focalisés sur les handicaps et les limites de la majorité présidentielle. J'ai vu par exemple à des endroits donnés où le Bloc républicain était beaucoup plus ancré dans ces zones-là. On a mis des éléments du Bloc républicain a beaucoup plus installé son bastillon. On a mis des éléments de l'Union progressiste, le renouveau. Ils ont fait un parfait équilibre, à mon avis, c'est juste mon avis. Ils ont fait un parfait équilibre de sorte à ce que tout le Bénin soit drainé par la majorité présidentielle. Et cette équipe ainsi constituée prouve simplement qu'en politique, on ne laisse aucune chance au camp adverse. Aucune chance, parce que quand vous regardez déjà le duo Wada-Intalata, qui a priori est déjà fort et communaux et municipaux, et là on a déjà une idée de ce que vaut justement ce duo en termes d'appui logistique, de politique. Et quand on voit aujourd'hui toute l'armada qui a été mise en place pour pouvoir drainer le suffrage qu'il faut pour ce duo, je vais nommer le camp Hongpé et Ouanou, qui risquent d'avoir beaucoup de difficultés à s'en sortir, déjà qu'ils ont eu du mal à avoir les 10% au plan national. Alors, Franck Arnoux, la présence du chef de l'État et des deux dirigeants des deux partis dans l'équipe de campagne est-elle un atout, un facteur de pression politique supplémentaire? Oui, la réponse est oui. Parce que, vous savez, dans ce genre de travail, d'exercice, tête de pont, il faut avoir des piliers sur lesquels les autres doivent s'appuyer, sur lesquels, disons, les combattants, les leaders, les autres, sur lesquels ils doivent s'appuyer. Et je pense que Patrice Talon, Biotchane et Joseph Diogbenou, eux, ils vont faire, c'est comme une matrice. Eux, ils sont en haut et ils vont contrôler tout ce qui se fait. Le chef de l'État, fort de son expérience, connaissant un peu les rouages de notre écosystème politique, Joseph Diogbenou, qui a dirigé l'Union progressiste jusque-là, qui est toujours le président, Ablaye Biotchane, lui qui a été candidat, une forte expérience qui est constituée là par ces trois personnalités qui doivent profiter forcément au reste de l'équipe. Donc je pense que ils vont donner les grandes orientations qui vont être déclinées maintenant en des actions que les autres vont essayer de coordonner au niveau des circonscriptions, au niveau des communes, au niveau des arrondissements, au niveau des quartiers, parce que pour ratisser l'âge et surtout pour relever le défi de aucun maillon de la chaîne. Et donc, si c'est mal orienté, c'est mal orchestré en haut, on n'aura aucun résultat à la base. Et je pense que la présence même du chef de l'État, Patrice Talon, ça va permettre aux gens de ne pas aller dans tous les sens. Parce qu'il tient toujours jusqu'à la dernière minute de son second mandat, il tient toujours l'équipe et c'est lui qui est toujours là, qui peut décider. Mais je pense, à mon avis, qu'il va beaucoup plus les regarder, le besoin en était. Et c'est le plus important lorsque vous savez que l'État travaille sur les détails. Il est très regardant. Il n'aime pas l'amateurisme. On a pu le constater. Personne ne peut dire aujourd'hui qu'on est en train de lui jeter des que ce soit
ou en matière de développement, il a toujours su mettre les choses là où il le faut. À tout pour cette équipe de campagne du duo Wadaï. L'armée est constituée, les chefs sont connus et puis la guerre peut commencer. Allez, je voudrais rappeler quelques noms de cette équipe de campagne. L'architecture telle que présentée, nous avons d'abord puis Mariam Mechabitalata. Nous avons un comité stratégique composé de 3 personnes, Patrice Talon, Joseph Djogbenou, Abdoulaye Biochane. Ensuite, nous avons une coordination nationale avec Sedam Labiou Djibril, Nathan Deake, Kassa Batelemi, Nani Joseph, Mariam Djaouga, Benoît Dator, Souradjou, Claude Zokli, Chantal Aï, Lucas Tropo et puis Sophiatou Tchanou. Ensuite, nous avons le directeur de campagne qui est Hassan Seibou, qui justement doit pouvoir coordonner les coordonnateurs au niveau de chaque circonscription électorale par département. Donc, nous avons en tout 24 circonscriptions électorales. Donc, il y a des noms qui ont été choisis pour coordonner les activités. Voilà, un premier comité technique chargé des médias, justement, Zinat Glele, Annick Djimadja, Elo Jenanga. Nous avons le comité technique chargé de la logistique et du matériel, Orden Aladati, Yakoubou Amadou, Djibril Assouman, Romain Toyiban, et puis ensuite le comité technique des finances, William Tchekbe, Dieudonné Daon, et puis Aoulo Sidi. Allez, Ulrich Gaba, le tout ne suffit pas de mettre des noms sur liste pour constituer une équipe de campagne. Il faut s'assurer que derrière ces noms, sur le terrain, ces personnes ont vraiment du poids. Vous l'avez bien dit, le tout ne suffit pas de mettre des noms, mais tout commence par les noms. En fait, vous savez, Franck a bien fait la caricature que j'ai appréciée tout à l'heure. Si nous faisons une transposition militaire, très bien constituée. D'abord, vous voyez un peu la commission de supervision qui est un peu comme l'état-major qui, dans son quartier, fait quand même établir le plan de guerre. Et vous avez également sur le terrain, et c'est aussi de façon aussi accordée mise en place. Ce n'est pas un hasard. Ça veut dire que tout le travail sera centralisé à un niveau donné, mais chacun doit jouer son rôle à son niveau. Au-delà de ces noms que vous voyez, en réalité, c'est que vous allez vous dire que est-ce que c'est toute l'équipe ça? Non, je ne dis pas que c'est toute l'équipe ça, tout simplement parce que au-delà de ces commissions, au-delà justement des différents démembrements que vous avez vus, il y a d'autres éléments encore qui vont travailler dans l'ombre, qui sont sous ces personnes que vous avez vues sur ces listes-là. C'est pour faire comprendre que à chaque niveau de démembrement, il y a des ordres, il y a des consignes qui... Pour revenir à votre question, effectivement, quand on met les hommes qu'il faut là où il faut et que les consignes passent normalement, on doit avoir les résultats. Mais lorsque à un moment donné, la communication biaise, ne suivent pas les consignes régulièrement données, à un moment donné, vous verrez que ça va bugger sur le terrain. Et je pense que, j'ose espérer plutôt que ce niveau-là, avec des gens qui sont très expérimentés, parce que pour la plupart, les noms que j'ai vus, ce sont des personnes qui ont déjà plusieurs fois mouillé les maillots, qui maîtrisent aussi leurs activités, en fait, leur domaine de compétences, les domaines de compétences que ces personnes-là sont bien aguerries, l'impact qu'il faut. Mais travailler avec les maillons restants, parce que les maillons restants doivent faire leur travail. Il y a les arrondissements, il y a les villages, il y a beaucoup d'autres aspects, et les différentes organisations de jeunes, de femmes et consorts, c'est encore d'autres maillons qui ne sont pas là dans ce schéma que vous voyez avec qui sont acquis. Ces tâches-là sont confiées parce que quand la décision est prise en haut, la décision va rejaillir telle qu'elle jusqu'en bas. Si entre-temps, l'éducation a bugué, vous verrez que les résultats aussi vont bugger. Mais si chacun joue son rôle, comme cela se doit, dans la rigueur et dans la discipline, je pense qu'on aura le résultat escompté. Je l'ai dit à l'entame, avec ce dispositif mis en place, je pense que le duo Talata ne laisse aucune chance à son challenger en face. Allez,
Franck Aounou, quand on scrute cette liste, notamment au niveau des circonscriptions, des députés nouvellement élus, nous connaissons quel est le score de ces maires, de ces députés lors des récentes élections communales et puis législatives. Et donc, cela nous permet de voir en même temps aussi ce dont ils sont capables sur le terrain en termes de mobilisation. Alors, qu'est-ce qu'on attend d'eux comme résultat, déjà que nous connaissons les résultats qu'eux-mêmes ils ont produits pour leur propre élection, ce qui les concerne? C'est la confirmation de ce qu'ils ont été pendant la campagne. Parce que n'oubliez pas que c'est le parti qui a battu campagne. Ce ne sont pas des individus. Ce dont ils ont été capables, et puis la consécration même pour nous montrer qu'ils ont été bien élus, qu'ils ont été écoutés et qu'ils sont capables de réaliser des scores vraiment politiques qui puissent ressortir leur personnalité. Je suis en train de conjecturer lors de la constitution de cette équipe, c'est que est-ce qu'il faut prendre des élus ou des leaders qui ont toujours fait leur preuve au niveau de ces circonscriptions? Parce que si on devrait véritablement tabler là-dessus, c'est qu'il y a des gens jusqu'aujourd'hui, ils vont toujours prouver leur pourquoi ils sont capables au niveau de leur commune, au niveau des circonscriptions. Mais voilà des élus, des gens qui siègent désormais, qui viennent fraîchement d'être élus. Est-ce qu'il faut les laisser sur le quai, choisir d'autres leaders? Je pense que l'équation a été résolue. Maintenant, il revient à ces leaders-là de pouvoir mettre autour d'eux des gens qui vont faire le travail pour que ceux dont ils sont capables, qu'on puisse les prouver. Parce que vous voyez, cette élection, ce n'est pas celui qui sera élu forcément. Je crois en 2023 par exemple, où le taux de participation était en baisse. 2026, le taux de participation également est en baisse. Pour la présidentielle, il faut légitimer le président qui sera élu. Et ça, c'est le plus gros défi de la mouvance. Vous voyez tout ce que Patrice Talon a fait, son ombre est là et plane. On va pouvoir défendre cela et essayer de mettre ça au profit du duo candidat. Mais si il n'est pas élu avec un fort taux, c'est que ça va poser un problème. Je crois qu'ils en sont conscients. Et cette armée de technocrates et d'élus, chacun avait son talent dans le domaine qui le concerne. Je pense que le défi, il est clair, on le connaît et on doit pouvoir trouver les moyens. Qu'on n'a peut-être pas encore utilisé jusque-là, ou qu'on a utilisé, qui avait marché par le passé pour essayer de convaincre les populations, les indécis et surtout ceux qui ont fait une large abstention lors de ces dernières consultations. Le plus important pour cette équipe, c'est de rester soudés parce que des questions d'intérêt aussi à la base, ça risque de chauffer si on y prend garde, si on dimensionné de côté et si on ne vise pas véritablement de ces candidats-là, c'est le plus important. Donc je pense que nous allons voir, mais la fin justifie que vaut cette équipe à la fin de la campagne. Ulrich Gaba, Franck Aounou l'a relevé, il semble que le taux de participation soit le grand défi de cette élection présidentielle. Quand on a ça en ligne de mire et qu'on voit choisi, et on se rend compte que ce sont les mêmes qui ont fait la bataille pour les communales législatives et n'ont été capables de ces taux que nous espérer de nouveau. Il y a beaucoup à espérer. Déjà, le fait que le taux de campagne va sans cesse beaucoup véritablement travailler avec les populations, travailler avec les militants, travailler avec se sont sentis d'une certaine manière écartés, lésés ou frustrés, je ne sais pas quoi. Le plus important, c'est que chacun doit en train d'élire le chef de l'État. Et pour la destinée du Bénin, pour les 7 prochaines années, chaque vote compte. Et je pense que c'est le principal message qu'il faut porter aux populations. Chaque vote compte.
compte. Si je veux que le Bénin soit dirigé d'une certaine manière, je dois imprimer ma marque. Donner ce que je veux, donner ce vote-là de sorte à ce que je donne ce quitus à celui-là qui va venir pour les 7 prochaines années afin qu'il dirige le pays comme cela se doit. Je dis, quand vous voyez déjà l'effectif que chacun des deux partis, les partis les plus vus, les plus en vue, bien évidemment, je vais parler du Bloc républicain et de l'Union progressiste de renouveau, quand vous voyez un peu leur quota et les résultats qu'ils ont donnés, vous comprenez simplement que ici, nous n'aurons plus de soustraction. Pourquoi je parle de soustraction? Pour les législatives, ces deux grosses formations sont allées l'une contre quand nous nous retrouvons dans une forme d'addition, parce que ces deux formations n'iront plus maintenant l'une contre l'autre, mais plutôt comme une seule personne, comme une seule formation pour donner un résultat complet. Alors que dans le même temps, vous savez que pour les législatives, il y a eu d'autres formations qui étaient en lice. Il y avait moi, il y avait les démocrates. Aujourd'hui, par rapport à la présidentielle, ces 3 autres formations ne seront plus en lice. Donc ça veut dire qu'on va se retrouver face à la FCBE. Et là, la FCBE, on a vu son quota, on a vu les résultats que la FCBE a donnés avant le déroulement des élections. Est pliée d'office parce qu'on voit l'armada qui est déployée, parce que toutes les surprises peuvent venir. Mais ici, je suis en train de constater simplement pour la première fois, les élections de 2026, laissez pas vous faire sourire, les élections de 2026 risquent de tordre le cou à l'allégorie de la Bible. David risque de ne pouvoir pas véritablement faire tomber le Goliath. Franck Aounou, allez, on comprend aisément l'objectif qui est derrière une telle équipe. On me dira que c'est la victoire ou rien. Alors, je ne sais pas pour vous, quand j'ai lu Timo El Bénin, et pourtant, oui. C'est un parti de la mouvance. Absolument. Même constat que j'ai fait, je me suis posé des questions sans réponse jusque-là. Pourquoi est-ce que ça n'a pas donné du parti Moël Bénin? Ça peut véritablement mener ce parti qui était aux dernières élections et qui n'a pas pu tirer son épingle du jeu. Je pense que peut-être que à la base, le travail leur sera confié parce que leur stratégie de travail pendant la campagne n'a pas été aussi mauvaise que ça. Je pense qu'ils ont développé une stratégie qui a beaucoup marché. On n'a pas besoin forcément de figurer dans l'équipe, dans la coordination et tout avant de travailler pour la victoire de son duo. Ils sont de la mouvance et ils ont le devoir de travailler pour contribuer à la victoire de leur candidat. Et donc, je pense que à la base, le travail peut leur être confié pour essayer de atouts du parti Moël Bénin. Et donc, vous savez, en politique, c'est ça qui est à l'origine souvent des crises que nous observons. Tout le monde recherche la première place. Tout le monde cherche à rester en avant, alors qu'en arrière, il y a du boulot. En arrière. Et donc, je pense que chacun, au niveau de la chaîne de combat ici, a un rôle à jouer et aucun rôle n'est à négliger. Si vous pensez que celui qui est chef quartier, chez lui quelque part à Kaobagou, et qui est membre de votre parti, si vous allez le négliger, vous vous trompez. Donc, c'est fort qui donne les bons résultats et Moël Bénin peut encore prouver quelque chose, peut encore aider beaucoup au relèvement non seulement du taux de participation, mais également à fédérer les énergies pour une élection plus éclatante du duo de la mouvance. Mais en même temps, ça peut être une source de frustration. À ce que je sache, Moël Bénin fait partie de la majorité plurielle. Donc j'estime que Moël Bénin est acquis. Et vous savez, c'est la ligne. Si on fait, disons, une comparaison avec l'armée, il y a des hommes, il y a des sous-officiers.
simplement que ils ont fait les choix en tenant compte justement de ceux qui ont donné certains résultats. On a vu aussi les résultats de Moël Bénin. Ne nous leurrons pas. On a vu ce que ça a donné pour les dernières élections. Et donc, si on veut parler en termes de rendement, que ne nous leurrons pas. Moël Bénin n'a pas à se frustrer de son propre résultat. Il a donné son résultat. On a vu ce que vaut Moël Bénin sur le terrain. Je respecte le travail facile de mobiliser, mais quand on regarde le quota et qu'on regarde le quota des autres partis, mais il n'y a pas match. Disons les choses telles donc qu'elles sont. C'est une répartition en fonction des forces peut-être pas. En présence et peut-être que c'est stratégique. Dans la liste de personnalités qu'on ne retrouve pas dans ces deux formations politiques, mais qui sont quand même sur la liste. Oui, dans ce genre de travail, comme je le disais déjà à l'entame de la discussion, il y a toujours des critères que l'on pose, sinon vous irez dans tous les sens. Et certainement, je ne sais pas trop, dans les discussions, il est peut-être ressorti le fait que, il faut prioriser les meilleurs résultats et qui ont pu tirer leur épingle du jeu lors de la des dernières élections couplées. Et donc, si qu'on a tablé, je pense que Moël Bénin ne se retrouve pas dans la liste et à juste titre. Maintenant, comme je l'ai dit, en politique, on ne souhaite pas la soustraction. Si vous savez que vous voulez gagner une élection, vous voulez relever le taux de participation, trouver un rôle important à Moël Bénin, qui est un partenaire politique, qui est de la mouvance, il ne faut pas l'écarter. Et ces militants vont attendre certainement d'être associés à la chose, et si ce n'est pas fait, ça peut être source de frustration. Maintenant, dans leur état d'esprit, ça peut se régler. Ils peuvent se dire, écoutez, nous allons faire ce que nous pouvons pour être toujours dans... Pas besoin d'appartenir forcément à la coordination nationale, au chapeau dans l'équipe qui est constituée, mais nous allons travailler sur le terrain, c'est aussi possible, et nous verrons cela quand la campagne va s'ouvrir. Ce qui est sûr, Moël Bénin ne restera pas bras croisés pour ces élections. Elle va se faire entendre, elle va se faire... La politique va se faire entendre. Merci à vous. Système addition. Merci à vous, Franck. Mais je voudrais ajouter que c'est une équipe choc, seulement c'est une équipe qui, avec les démembrements qui vont être organisés, doit pouvoir parler au cœur des Béninois. Parce que quand vous voyez... il faut... Louis hier était sorti pour prendre les gens sur comment agir pour relever le taux de participation. Beaucoup ont décliné l'offre, ils ne veulent pas en parler. Il faut pouvoir changer ce comportement-là, cette attitude des Béninois. Alors quand vous évoquez cet aspect, quand vous évoquez cet aspect et que je vois dans le Borgou, au niveau circonscription, je vois des noms tels que Bani Kabi Tijani, Sidi Sessi, Takou Eman, le Gbian Francis, et que je ne vois pas un certain Rachid Iguadamansi. Vous l'avez évoqué, il faut des gens qui ont la capacité de mobiliser, de parler justement aux populations. Est-ce que là, on n'est pas en train d'oublier un maillon essentiel? Non, on n'oublie pas. Je vous ai dit tout à l'heure que ce que vous avez vu comme liste, c'est la liste que des officiers, des lieutenants, des commandants. Mais en réalité, ceux qui travaillent sur le terrain, quand vous allez sur un terrain, ce n'est pas l'officier qui est véritablement le premier interlocuteur, le premier vis-à-vis, le premier face-à-face. Non. Lui qui prend contact avec les hommes sur le terrain, ce sont les sous-officiers qui font le travail. Vous savez, quand on donne ça, justement, ça ne va pas rater. Il va travailler dans son bastion. Il y a d'autres personnes que nous connaissons qui ne sont pas sur ces listes-là, mais qui vont travailler aussi dans leur bastion. Et comme nous l'avons dit tout au long de cet entretien, plan macro que nous ayons le résultat escompté. Donc, je ne voudrais pas que l'on voit de la frustration parce qu'un nom n'est pas sorti au plan national de la programmation. Il y a des noms qui sont là et ce qui est certain,
dispatcher. Et quand viendra le moment de dispatcher ces tâches, ou si les tâches sont déjà dispatchées, je pense que chacun doit pouvoir jouer son rôle comme ça, cela sur toi. Si vous voyez un Badamasi par exemple, qui dans sa zone ne fait pas son travail, c'est que ça va jouer au... Donc, tout cela que vous ne voyez pas, que nous connaissons, qui sont très bien à longueur de foule, mais qui ne sont pas sur cette liste, sont toujours pris en compte, donc d'une manière ou d'une autre, ce sera l'effet addition. Franck Arnoux, on ne voit pas sur la liste. À Dombi, Rachid Gbadam aussi. Non, est-ce que il faut faire de la fixation sur ces 3 noms? Lorsque vous prenez chaque circonscription, on vous dira pourquoi il n'y a pas eu tel nom, pourquoi il n'y a pas eu tel autre nom. Je pense que je veux espérer, je veux croire que ces potentiels-là, vous parlez de Gbadamassi, Charles Tokor, Adombi, je veux croire que ces personnes-là vont être utilisées à fond dans la campagne. C'est ça. Je veux croire que, par exemple, à la 7e, je crois, un certain Robert Guillon, qui est ancré dans la population, député et qui connaît bien le terrain, soit utilisé à fond dans la campagne. Je veux croire que dans la première circonscription, un certain Issa Saleh soit utilisé à fond. Vous connaissez un peu, disons, la force de l'homme dans sa circonscription, soit utilisé à fond. Donc quand vous allez dans chaque circonscription, il y a des noms forcément à citer qui peuvent faire le travail. Donc si à la base, ceux qui ont été choisis pour chapeauter au niveau des circonscriptions ne font pas leur équipe de choc également à la base, c'est que le travail ne va rien donner. Donc je pense que tout cela certainement a été étudié et qu'on a mis des gens. Il faut des chefs. Il faut disons, tout ce qu'il faut dans la hiérarchie. Tout ce qu'il faut dans la hiérarchie. Mais le travail, c'est merci. Pouvoir compter sur tout le monde. Stop et fin d'Ati Matin de ce jeudi. Merci de votre fidélité justement à nos programmes. Juste après moi, vous aurez la rediffusion de votre émission L'Info continue. Ça va être autour de 10h, 10h30. À 13h, vous avez le journal de la rédaction. Et puis à midi, vous avez rendez-vous avec l'équipe de Jidadi. Portez-vous bien et à très bientôt.